pouvez nous dire sur le premier élément que vous avez reçu de Bukavu au terme des événements tristes de ce matin? Alors, malheureusement, le ministère de la Santé, merci beaucoup, monsieur le ministre, malheureusement, le ministère de la Santé est placé de telle sorte qu'il réceptionne tous les blessés, il réceptionne tous les morts. Donc, nous avons la latitude de donner les chiffres les plus exacts possibles pour ce que nous savons dans nos structures de soins. Aujourd'hui, donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11 h à Bukavu. Et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé. Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après, et au moins 3 ou 4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Nous avons beaucoup de blessés. Comme j'ai dit, le nombre, je ne peux pas encore le dire, mais parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Voilà, heureusement que vous et vos services, vous restez pleinement mobilisés. Et encore ce matin, vous étiez avec les magistrats pour la campagne de collecte de sang et on trouvera bien un moyen de l'envoyer pour soulager nos compatriotes. Mais Monsieur le Ministre, alors ce soir, nous voulons que vous puissiez nous donner le dernier tableau. Je sais que vous faites généralement ce qu'on appelle CITREP, qui reprend le grande ligne de la situation sanitaire de la province du Nord Kivu spécifiquement. Quels sont les derniers chiffres que vous pouvez nous communiquer? Alors, d'abord des chiffres partiels. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Ça, c'est vraiment pour vous dire que nous recevons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Un peu plus de 10 tués tous les jours. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, où on essaye de savoir quelles sont les informations qu'ils nous donnent. Donc nous essayons de trouver des solutions, déjà pour ne pas vraiment vous dire quelles sont ces équipes qui nous donnent des informations, mais ce sont des équipes du ministère de la Santé, parce qu'on doit protéger leur vie. Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. Alors, en termes donc, de chiffres, c'est ça. Plus de 8500 personnes enterrées. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Et ça, c'était avant-hier. Et hier, non, ce matin, nous avons les derniers chiffres de ce matin de 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour. Et nous avons aussi, comme vous le savez tous, déploré qu'on récupère des jeunes gens. Il y a eu au moins 4 camions qui ont récupéré des jeunes gens pour les forcer à aller dans les lignes de nos ennemis. Et donc, peut-être pour terminer sur les chiffres, il y a un hôpital pour lequel on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est l'hôpital militaire, parce que nous avons du mal à accéder. Donc probablement que tous ces chiffres que je vous donne sont sous-estimés par rapport à la réalité. Et donc, Monsieur le Ministre, il faut préciser que le chiffre que vous donnez, c'est les chiffres qui viennent de toutes les zones de santé de la province du Nord Kivu. Absolument. Nous avons le CITREP dont vous avez parlé, qui détaille zone de santé par zone de santé, aussi bien le nombre de blessés reçus au total que le nombre de blessés reçus récemment,
le nombre de morts au total dans les centres de santé, mais c'est vraiment pour toute la zone pour toutes nos zones de santé. Et à la zone de santé de Niragongo, par exemple, où nous avons beaucoup de mal, étant donné des problèmes sécuritaires, à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est pour ça que j'insiste que les chiffres que nous donnons sont réels, mais sont en deçà, sont sous-estimés par rapport à la réalité. Voilà, donc des chiffres qui font froid au dos, et ça donne une illustration justement du carnage. Monsieur le ministre, peut-être qu'avant que nous ne puissions prendre les questions des professionnels des médias, vous avez collecté de sang et vous avez déjà réussi à faire parvenir à nos compatriotes quelques quantités. Peut-être avant de dire cela, je vais vous dire aussi pour le Sud Kivu, par exemple. Oui, allez-y. Pour le Sud Kivu, nous avons déploré, depuis le 14 février, nous avons déploré 179 blessés. Et nous avons déploré 52 décès. Ça, c'est à Ouvira. Et donc, plus le meeting dont on a parlé, donc on voit bien que toute la zone, et malheureusement, pour tout ce qui est humanitaire, toute la zone est vraiment dans une situation catastrophique. Nous avons aussi déploré plus de 200 cas de choléra. Et, bien entendu, il y a des décès liés au choléra. Donc, la situation humanitaire n'est pas seulement liée au fait qu'on a des blessés, mais on a aussi des maladies. Comme j'ai dit, le Mpox, malheureusement, on a libéré beaucoup de malades, enfin, qui ont pu fuir parce que le centre de santé de prise en charge d'Mpox était détruit. Et donc, on ne sait pas combien de personnes ils contaminent dans la ville, dans la communauté. Et donc, maintenant, la réponse à ça, c'est la campagne de collecte de sang que nous avons lancée il y a maintenant à peu près un mois, qui nous a permis d'atteindre les chiffres que nous avions voulu, un peu plus de 5000 poches. Il y a déjà 1200 poches qui sont parties et qui sont arrivées, donc, et ceci par l'intermédiaire de l'OMS, en sachant qu'un couloir humanitaire a fini par être autorisé, et ce couloir humanitaire, il passe par Kigali. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, pour ces propos. On voudrait, avant justement de prendre les questions de journalistes, revenir sur le séjour à Kinshasa du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il a rencontré le président de la République à Munich. Il est très, très motivé à venir ici avec tous ses services pour voir dans quelle mesure on peut très rapidement ouvrir deux enquêtes qui nous permettent de mettre la main, en tout cas, sur tous ceux qui sont responsables de crimes contre l'humanité qui se commettent à répétition. Donc, on va le réécouter et puis nous allons prendre les questions pour continuer. La Cour pénale internationale est... Du M23. C'est une position qui est connue. À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel. Il n'est resté plus que des signatures. Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Parce que lorsqu'on fait la fusion, ça veut dire que les deux deviennent un. Non. Ici, le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse. On a le Rwanda qui crée des supplétifs, et le président de la République a dit c'est avec eux que nous devons, en tout cas, finir ce que nous avons commencé. Parce que dans les processus de Luanda, qui commencent, je le rappelle, depuis juillet 2022, on a eu l'occasion de mettre à table tout ce que nous connaissons, nous, comme faux prétexte du Rwanda, mais parce que nous voulions les vider, on a accepté de discuter. Il s'agissait principalement de ce qu'on dit discours de haine, la question de la problématique des réfugiés. Et d'ailleurs, à ces propos, quand nous étions à Genève, la Première ministre a rencontré Philippe Grandi, qui est haut commissaire pour les réfugiés, pour rediscuter de ces sujets-là, pour démontrer que nous sommes vraiment déterminés à vider tous ces prétextes, à vider toutes ces questions. C'est au 15 décembre que le président rwandais n'est pas venu pour finaliser le processus de Luanda, d'une part. Vous voyez que de ce côté-là, tout a été fait, il ne reste que les signatures. Sur les processus de Nairobi, le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avait commencé le travail. Souvenez-vous qu'il est venu en RDC, qu'il était à Bukavu, à Bunia, à Beni ou à Goma, où il a eu l'occasion de s'entretenir avec les différents groupes armés.
Mais le processus a connu un coût parce que le Rwanda a décidé de commencer à opérer avec ses supplétifs et il a été convenu déjà à l'époque d'exclure les M23 parce qu'il est hors des questions ici, je le répète, qu'on donne une prime à ceux qui tuent. Et donc, il est clair que du point de vue du processus de Nairobi, le président Uhuru, vous avez vu qu'il y a des médiateurs qui ont été proposés. Je pense que cela devrait être entériné par un sommet ministériel. Lorsque cela sera entériné, le président Uhuru, avec les médiateurs qui lui ont été ajoutés, pourra inviter les groupes armés et travailler dans le cadre là. Donc il faut dissocier ce qui relève du bilatéral entre les deux pays et ce qui relève du processus politique, donc du processus de Nairobi, avec tous les groupes armés, y compris le M23. Donc cela doit être bien clair. Alors, sur ce que vous avez dit à propos de l'événement triste de Bukavu, mais je dois juste rappeler ici que vous avez vu qu'il y a quelques jours, comme une forme de parade nauséabonde où on présente des policiers, des militaires, de force, encore une fois, sous la contrainte, en disant que, voilà, on les a retenus. Alors, dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et donc, on présume, il n'y a même pas besoin de présumer, des dispositions sécuritaires ont été prises pour quadriller tous les secteurs. Et donc, à quel moment on pouvait laisser de l'espace à des gens qui viendront agir après la tenue du meeting? Ici, on assiste au bourreau qui crie à la victime. Mais cela ne les dédouanerait pas parce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure, on a déjà vu ce qu'ils font à Goma. On a vu ce qu'ils font à Bukavu quand ils sont arrivés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Évidemment, il y aura, mais tous ces éléments, c'est des éléments qui intéressent au plus haut point notre justice, mais aussi la Cour pénale internationale, mais aussi la mission qui viendra dans le cadre du Haut Commissariat pour le droit de l'homme, parce que tous ces faits doivent être élucidés. Comment vous pouvez imaginer, nous, vous voyez le ministre de la Santé qui se mobilise tous les jours pour s'assurer que nous apportons le soutien, les réconforts à nos populations, comment vous pouvez imaginer que le gouvernement soit derrière un tel acte? Tout ça, c'est du poison rwandais. Comme je vous dis et le répète, c'est du poison rwandais qui vient dans un strict objectif. Et d'ailleurs, il faut considérer, parce que nous connaissons les intentions. C'est pour ça que nous continuons au front diplomatique à continuer pour qu'il y ait davantage des sanctions. Nous connaissons les intentions, nous connaissons aussi le prétexte. Parce qu'après, on va dire, voilà, on attaque les populations et le lendemain, c'est l'armée rwandaise qui redéclenche les opérations. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce qui risque d'arriver parce que nous connaissons les méthodes. Quoi qu'il en soit, nous allons demander à nos populations de Bukavu de rester vigilants. Vous avez contraint les populations le matin à aller au meeting de manière obligatoire, après pour les tuer. Ensuite, vous voulez commencer à fabriquer des vidéos, des audios, pour dire voilà, c'était des actes prémédités. Mais alors, si c'était des actes prémédités parce que vous avez la responsabilité de la sécurité de la ville, vous auriez pu prendre les dispositions et ne pas vous-même être les premiers facteurs d'insécurité. Donc tout ça, c'est du mensonge, c'est du poison rwandais auquel il ne faut accorder aucun crédit. C'est illustratif justement de ce qui renforce la détermination du président de la République de ne pas offrir les luxes à ceux qui tuent pour être sur une table et pour discuter de quoi que ce soit. Donc, ils doivent se référer au mécanisme qui est prévu dans le cadre du processus de Nairobi. Mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui et pour tout ce qui se passe... De la CPI, je voudrais savoir... Les sujets, c'est la santé. La santé. Aujourd'hui, c'est les sujets principaux. Donc, il ne faut pas qu'on se... On aura peut-être l'occasion d'avoir le ministère de la Justice et on pourra revenir beaucoup sur des questions de la CPI. Alors, pour
ce qui se passe au niveau de la partie orientale, principalement le Nord Kivu et le Sud Kivu. Monsieur le ministre, nous connaissons nos ennemis, principalement le Rwanda, mais qui, après l'avalanche de sanctions à gauche et à droite, qui sont avec nous pour pouvoir tant soit peu apporter un soulagement à notre population. Ça, c'est la première question. La deuxième, nous apprenons aujourd'hui qu'il y a une maladie mystérieuse qu'on aurait remarquée dans un des villages qu'on appelle Boloko. Je crois que c'est dans l'Équateur, qui a déjà causé 50 morts. Que savez-vous de ça? C'est arrivé comment? On parle d'un virus là, Marburg, un nom bizarre. Voilà, ce sont là mes questions. Je venais pour la CPI. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cherche qui sont avec nous. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons pour nos populations qui sont meurtries? Qui sont avec nous? D'abord, c'est nous-mêmes. Pour l'instant, tout ce qui se passe là-bas en termes de réponse, elle est organisée par le ministère de la Santé. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir soigner les blessés qu'eux-mêmes font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir compter les morts qu'eux-mêmes ils font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont apporter les intrants, c'est-à-dire les médicaments, les équipements, pour les centres de santé qu'eux-mêmes détruisent. Donc, qui sont avec nous, c'est nous-mêmes, premièrement. Mais deuxièmement, on a aussi nos bailleurs, enfin nos partenaires bi- et multilatéraux, notamment, comme je l'ai dit, avec l'OMS, on a pu avoir le couloir humanitaire. Nous avons toutes les organisations internationales, dont d'ailleurs beaucoup ont perdu, leurs dépôts ont été détruits. CICR, PAM, OMS, leurs dépôts ont été détruits. Et nous avons, je l'ai déjà dit, nous avons des réserves de médicaments très faibles, parce que les dépôts étant détruits, le nombre de blessés étant très élevé, le nombre de nouvelles maladies, enfin de nouvelles contaminations de maladies ordinaires est très élevé, le nombre de soignants est très faible. Donc avec tout ça, les besoins sont vraiment colossaux. Et donc on a des partenaires qui sont là avec nous, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit OMS, que ce soit l'UNICEF, qui a permis aussi, par le même couloir humanitaire, d'amener ce nombre d'équipements. Donc qui sont avec nous? C'est d'abord nous-mêmes, ensuite des partenaires multi- et bilatéraux. Alors, maintenant pour la maladie mystérieuse, en réalité, ce qui s'est passé depuis le 9 février, c'est là que nous avons eu l'alerte. Nous avons eu une alerte d'une maladie dans le bassin Koussou qui donne un certain nombre de symptômes que je peux vous dire ici. C'est le mal de tête, c'est la fièvre, tous ils ont mal de tête et fièvre. C'est des douleurs musculaires, c'est des douleurs articulaires, c'est des vomissements, c'est des diarrhées, et pour certains, c'est des signes d'hémorragie. Et donc, très rapidement, nos équipes ont pu prélever des échantillons qui ont permis d'éliminer le Marburg, dont vous vouliez parler, qui ont permis d'éliminer Ebola. Donc nous savons que ce n'est pas Ebola, ce ne sont pas ces virus très méchants que nous connaissons. Cependant, nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu 52 morts depuis le début, et avec ces symptômes-là, tous les échantillons que nous avons reçus, qui sont analysés au niveau de l'INRB pour l'instant, en dehors du paludisme dans 55% des cas, pour le reste, on n'a pas encore identifié un agent causal qui soit infectieux ou autre. On remarque cependant que le délai entre le début des symptômes et la survenue de la mort ou du décès pour ceux qui décèdent, ce délai est très court, aux alentours de 2-3 jours, ce qui montre bien que c'est probablement un agent que tous ont pu avoir directement au lieu que tous se contaminent les uns les autres, parce que le délai est très court. Donc nous sommes en train d'essayer de comprendre, est-ce que c'est une toxi-infection, qu'est-ce qui est un toxique, mais on va être très rapidement fixé parce que les échantillons sont prélevés. Et donc, nous sommes autour de plus ou moins 900 cas qui ont été déterminés, mais encore une fois, là maintenant, comme on nous rapporte, eh bien, on rapporte d'abord tous les malades du coin en disant tiens, il y en a un ici, tiens, il y en a un là. Donc nous devons discriminer pour savoir qui représente vraiment le tableau de la fameuse maladie, qui sont décédés réellement de cette maladie-là, avant de vous donner des réponses plus précises. Ça a commencé le 9 février. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Les faits sont extrêmement graves. 2594 écoles ont été touchées.
1483 au Nord Kivu et 11 111 au Sud Kivu. Des écoles fermées et qui concernent 1 108 962 élèves. Et dans les lots des écoles, il y a même une école où on a retrouvé une forme de charnier des corps en putréfaction, dans une école, pour vous donner une indication de l'horreur. Lorsque vous attaquez les écoles, lorsqu'on retrouve des engins explosifs dans les écoles, c'est une attaque qui est faite à notre avenir en réalité. Parce que ce sont les enfants qui doivent venir nous remplacer. Dites-moi, vous êtes parents aujourd'hui, le ministre de la Santé disait tout à l'heure, où on ramasse des élèves indistinctement pour les enrôler des forces, c'est constitutif de crimes de guerre. Dites-moi, vous êtes parents, seriez-vous heureux tout le matin de pouvoir envoyer votre enfant à l'école dans ces conditions, pour vous donner le niveau de barbarie des occupants? Et donc, lorsque nous étions avec la Première ministre à Genève, évidemment, la question des enfants, des femmes, c'est des questions qui ont été prioritaires. Et surtout que ça coïncidait hier dans la réunion avec le haut-commissaire pour les réfugiés, avec ce qui s'est passé le matin à Goma, avec des enfants qui fouillaient les écoles parce qu'il y avait des agents recruteurs qui passaient pour les récupérer. C'est de l'horreur. Alors, nous avons eu des discussions avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui ont porté sur ce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure par rapport au couloir humanitaire. Parce que, bon, je ne suis pas diplomate, mais ça prend trop de temps depuis la réunion du 8 février. Demain, ce sera le 28, ça fera 20 jours. Donc, il y a besoin qu'il y ait un coup d'accélérateur, en tout cas au niveau des processus régionaux, pour que la réunion qui suivra celle des chefs d'état-major puisse avoir lieu, la ministérielle. Elle devait avoir lieu demain, mais je crois qu'elle n'a pas été confirmée jusqu'à ce qu'on commence cet exercice, pour qu'on convienne justement de comment on déverrouille Goma. Déverrouiller Goma, c'est l'aéroport qu'il faut déverrouiller, mais c'est aussi les voies d'accès, pour être sûr que là, nous pourrons ramener, par exemple, parce que pour nous, l'urgence, elle est humanitaire. Vous avez entendu le nombre des blessés, vous avez entendu les nombres de morts, qu'on n'a pas fini de compter, parce qu'il y en a qui sont encore morts hier, sûrement calcinés. Et donc, toutes ces horreurs-là ne peuvent pas rester sans conséquences. Et donc, la question portait aussi sur comment la résolution 2773 devrait être appliquée, parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur la posture de texte en face des réalités qui sont celles qu'elles sont. Je pense que c'est dans cet ordre que M. Jean-Pierre Lacroix séjourne aujourd'hui à Kinshasa pour discuter de comment cela va se mettre en place. La discussion n'a pas porté que sur la question des enfants. Avec Volker Turk, par exemple, on a parlé de la question de discours de haine. Parce que si vous avez suivi le ministre des Réseaux sociaux du Rwanda, l'essentiel de sa communication ne portait que sur de mensonges de ce qui se fait en RDC. Génocide contre les Tutsis, attaque contre les Swahiliphones, tous ces mensonges de poison rwandais répandus et relayés ici ont fait l'objet de la conversation, et la Première ministre a sollicité justement du haut-commissaire la mise en place à son niveau d'un mécanisme qui va nous permettre de monitorer tous ces cas, parce qu'ici, vous savez que du président de la République au dernier citoyen, nous vivons, nous, dans l'unité, malgré nos différences. Malgré nos différences. Et d'ailleurs, sur cette question, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le Swahili n'est pas une langue exclusive à la RDC, et qu'à la différence des Bakongo, de Baluba ou des Bangala, il n'existe pas une tribu, une ethnie des Baswahili. Regardez dans les Kivu, regardez dans toute la partie est où cette langue est parlée. Et donc, tous ceux qui viennent avec ces discours-là, ils viennent dans un objectif précis, celle de nous diviser. Et le président de la République s'est déjà posé en rempart contre toute forme de discrimination. Et d'ailleurs, dès que vous enregistrez le moindre cas, il faut nous renseigner et la justice s'en chargera. On va prendre les questions de M. Welcome Ngimbi, puis ce sera John Kanyunu. Silence d'après cette... Bon, écoutez, je veux commencer par la dernière. J'aurais voulu qu'on reste focus sur la situation de la santé, parce que le bilan que le ministre a adressé tout à l'heure illustre la gravité de ce qui s'est passé. Sur l'effort de guerre, d'ailleurs, vous allez voir que d'ici ce week-end, en début de semaine prochaine,
nous allons davantage intensifier la communication parce que nous sommes sûrs qu'il faut que toute la population congolaise se mobilise derrière la présidente de la République. Parce que c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais. Évidemment, dans cette guerre, le gouvernement fait sa part. Dans cette guerre aussi, les citoyens doivent faire la leur. Et nous sommes plutôt contents de voir les niveaux des mobilisations des Congolais, des par le monde. Avant-hier, après que le Luxembourg ait postposé la prise de sanctions contre le Rwanda, il y a des collègues, il y a un monsieur qui m'a contacté du Luxembourg pour me dire que la communauté congolaise du Luxembourg s'apprêtait à faire de manifestations pour faire comprendre au gouvernement luxembourgeois qu'ils ne peuvent pas protéger des criminels. Ce n'est qu'une illustration. Mais lorsque nous regardons les vagues de manifestations qui se font à Paris, qui se font à Bruxelles, qui se font au Canada, lorsque je regarde justement la disponibilité des Congolais qui nous appellent de partout dans le monde, nous avons des propositions, envoyez-nous des éléments de langage, nous voulons contribuer à faire partir des Rwandais chez nous, nous disons que notre message est entendu. Mais ces messages doivent être davantage entendus parce que lorsque vous avez une armée de 100 millions de personnes, même si vous avez la bombe atomique, vous ne pourrez pas la gagner. Et c'est ce sur quoi nous allons revenir dans les prochains jours avec une plus grande puissance. Alors, sur la question de l'effort de guerre, j'ai vu cette semaine le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussard, présenter un chèque de 25 millions de dollars qui est venu des entreprises publiques. Nous aurons l'occasion dans les jours qui viennent de revenir de manière plus précise et dire aussi de quelle manière tous les Congolais peuvent y contribuer à travers les comptes qui ont été indiqués par le ministre des Finances. Nous sommes dans une guerre, nous avons besoin de montrer que nous sommes solidaires de nos populations les plus affectées et pour ça, si nous pouvons contribuer avec 1 ou 5 dollars, c'est très bien. Et d'ailleurs, je ne donnerai peut-être pas le chiffre ce soir, mais tous les membres du gouvernement ont déjà contribué pour cet effort de guerre. On aura l'occasion de communiquer dessus à les détails parce qu'il faut prêcher par l'exemple de ce point de vue. Sur la question des miliciens, évidemment, la situation en Ituri nous préoccupe beaucoup. Nous recevons justement parfois des remarques de nos compatriotes qui sont là-bas. Ce n'est pas un oubli, mais c'est une question que nous suivons de près et tous les jours. Je disais ici encore il y a quelques jours que le ministre Louis Watoum, le vice-ministre de la Défense, s'était rendu sur place et régulièrement nous échangeons avec le gouverneur Luboya pour être au courant de ce qui s'est fait. Les points centraux qui nécessitent une attention plus soutenue en termes de sécurité sont connus et les gouverneurs à son niveau, ici à Tel et au niveau du gouvernement, le ministre de la Défense suit aussi particulièrement. Sur l'apport de jeunes dans les processus de Luanda-Nairobi, bon, ici, le processus de Luanda-Nairobi, c'est un processus qui est cadré. Dans les processus de Nairobi, c'est là que tous les jeunes qui se retrouvent dans les groupes armés peuvent être concernés et peuvent être absorbés. Et donc, mais ici, la question principale, c'est que nous, les jeunes, vous, les jeunes plutôt, excusez-moi, je ne fais plus partie de cette catégorie, nous devons œuvrer pour construire la paix. Et c'est pourquoi c'est important que tout le monde comprenne le sens de la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Le ministre de la Santé disait tout à l'heure que cette guerre, c'est la dernière guerre de Kagame. Il faut qu'on lui inflige une grosse défaite pour que les générations futures au Rwanda n'osent plus jamais partager ces idées expansionnistes et des pillages, de venir mettre la main ou s'aventurer sur notre territoire. Et pour y arriver, nous avons besoin de nos jeunes. C'est pour ça qu'ils sont mobilisés, pour ceux qui peuvent aller dans l'armée, qu'ils y aillent, pour ceux qui peuvent utiliser leur téléphone pour contribuer à passer le bon message, à combattre le poison rwandais, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une initiative de jeunes qui s'appelle Anti-Poison Rwandais, qui s'assure de partager les bonnes informations. Ce n'est que de cette manière que nous allons nous approprier ces conflits et travailler pour y mettre fin ensemble. Voilà, on va prendre les questions de M. Kanyunu. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Monsieur le ministre,